TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Bernard Gantois pour cette émission sur la lecture. Bonjour Bernard Gantois. Bonjour Anne. Vous êtes connu de nos téléspectateurs parce que vous êtes venu pour un livre que j'avais beaucoup aimé, La saga des Louis, qui est un roman historique chez Via Romana. Vous êtes venu aussi pour La lettre ouverte au pape François. Eh oui, j'ai commis une lettre au pape. Édition de Chiré. Et enfin, vous avez commis, toujours chez Via Romana, Le mirage des valeurs de la République. Mais on va repartir sur la saga des rois, la saga des Louis, parce qu'en fait, il y a une similitude entre les deux livres. C'est cette façon d'utiliser l'histoire sur des siècles et des siècles pour argumenter une thèse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'était que la saga des Louis? La saga des Louis est l'histoire de la famille Louis, qui s'est appelée Louis après la conversion de son chef dans les années précédant le règne de Charlemagne. Et l'histoire est en fait l'histoire des différentes branches de la famille, chacune des branches évoluant au cours des siècles différemment sur le plan spirituel. Et ce sont des ébénistes? Ce sont au départ des ébénistes. Qui travaillent donc avec l'Église? Qui travaillent fondamentalement pour l'Église et pour les monastères, pour faire des stalles de monastères, enfin des statues. Ce sont des gens qui travaillent le bois, et de ce travail, leurs enfants évoluent différemment dans les différents pays de l'Occident. Au fil des siècles, avec les grands drames des époques, avec que ce le soit croisement, la peste, la de Révolution, la peste, de la Révolution, des guerres donc de les religion. émigrations. Alors, il y en a certains membres de la famille émigrent, soit en Angleterre, soit en en Espagne, en Russie, et même à l'occasion des guerres napoléoniennes. Et même outre-Atlantique. Et même outre-Atlantique et en Amérique du Sud. Bref, l'idée du livre, c'est que les branches de la famille qui s'en sortent honorablement, quelles que soient les difficultés, selon moi, quelles que soient les difficultés qu'ils connaissent dans leur vie, sont ceux qui conservent de manière permanente leur spiritualité, fondamentalement la spiritualité catholique ou orthodoxe, pour la branche qui part en Russie après la Grande Guerre napoléonienne. Les autres connaîtront quelques problèmes. Les autres connaissent quelquefois des moments très glorieux, très importants. Financièrement extrêmement réjouissants. Mais ça finit toujours mal. Mais ça finit mal. Ça finit toujours mal. Et de toutes les façons, ils n'ont plus d'héritiers. Et à la fin, ils n'ont plus d'héritiers, survivent, donc ils perdent par chaos. Ne survivent que ceux qui ont gardé leur foi, et à la fin, on retrouve en Russie quelqu'un qui fait l'ébéniste, grosso modo 1100 ans après la création de la famille. Voilà, c'est une histoire étonnante qui fait comprendre beaucoup de choses. C'est une fable, mais c'est une fable qui est extrêmement explicative, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à écrire à mon âge pour raconter des histoires. On essaye de passer des messages. Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, évidemment, dans vos livres, c'est que c'est l'expérience de toute une vie qui arrive dans vos livres, et d'une vie de voyageurs, de grands voyageurs, puisque vous avez travaillé très loin de la France. Et vous avez travaillé auprès de populations diverses, et surtout des populations qui en étaient à un état de développement très ancien. Tout à fait. Donc ça vous permet d'expliquer le monde, et c'est très intéressant. Alors, l'illustration, comme vous le voyez, c'est un homme d'affaires déguisé, avec une tête de diable. Oui, on est plus près du dernier livre. Alors, nous en venons à votre biographie du mensonge. Alors, quelle idée avez-vous eue? L'idée est très simple, c'est que... D'abord, le mensonge règne. J'ai appris, pour tout dire, ce qu'était le mensonge en 1975, quand j'étais au Chili, et où je voyais ce qui se passait réellement au Chili, et je lisais ce qu'en disait la presse. Là, j'ai commencé à comprendre que le mensonge n'était pas qu'une notion conceptuelle. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai compris que le mensonge dirigeait beaucoup de choses.
Et quand j'ai eu un peu le moment, je me suis dit, je vais expliquer, parler du mensonge. Et comment parler du mensonge? Donc j'ai eu l'idée de le transformer en un personnage. Alors le personnage, bien sûr, je l'ai fait naître, il ne pouvait pas naître autrement qu'au moment du péché originel, ça c'est clair. Donc nous sommes au paradis terrestre. Voilà, qui est symbolique, hein, qui est tout à fait symbolique, oui. parce que le livre est conçu de façon à permettre des interprétations différentes au gré du lecteur. Bien sûr, la trame qui permet ces interprétations se raccroche de ci, de là à des événements historiques, notamment au moment de la Révolution, et puis dans la période actuelle, et la fin entre, non pas la mort du mensonge, parce que le mensonge ne peut pas mourir, évidemment, mais disons ces très graves ennuis terminaux. Après l'époque actuelle, là, c'est plus imaginatif, mais toujours soumis à l'interprétation du lecteur. Toujours soumis. Alors, que se passe-t-il dans ce grand jardin? Eh bien, dans ce grand jardin, donc, le mensonge naît le jour où on explique aux habitants du grand jardin que tout est mieux ailleurs. Et puis... Et qui explique? Et alors, c'est le père du mensonge, bien sûr, c'est Lucifer. Voilà. Comment aurait-il pu en être autrement? Ça, c'est presque un fait historique, du moins historiquement spirituel. Ça ne pouvait pas être autrement. Et puis, le bébé fait ses classes. Il commence par faire Lucifer a un fils. Des petits mensonges. Ben oui, évidemment. Il l'a créé, son fils, au moment, en gros, du péché originel. Et donc, ce fils fait ses classes par des petites blagues, puis des blagues de plus en plus grosses. Et puis, il finit par un beau jour faire de grosses blagues, qui sont en quelque sorte son enseignement supérieur. Et son apothéose, c'est le jour de son mariage, bien sûr, qui a lieu dans les années 1790, avec une épousée que lui a concoctée son père de façon extrêmement précautionneuse et extrêmement intelligente, qui est la finance internationale. Et donc, ce couple, après, donne lieu à des enfants, et puis, symboliquement toujours, de façon à ce que les interprétations puissent se développer, le mensonge aboutit à la période actuelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est finalement, tout est intéressant, mais le début, quand vous voyez la création de la monnaie, mais avant la création de la monnaie, vous voyez déjà, vous plantez le décor avec l'étape de la loi. Oui. Un homme et une femme ensemble et exclusifs l'un pour l'autre à jamais. Ce qui est à voisin est à lui et pas à toi. Ton voisin et son épouse ne sont pas du gibier, interdiction de les tuer. Voilà. Et puis bien, dans le même temps, eh bien, le fils de Lucifer, lui, établit d'autres tables de la loi. Oui, parce que ces tables de la loi, il prend quelque autonomie quand même, comme tous les enfants. Voilà. Ne jamais oublier l'objectif final de destruction du jardin et du jardinier. Toujours faire appel de préférence au sentiment plutôt qu'à la raison. Et s'il faut vraiment faire appel à la raison, toujours le faire en vue du but final. Absolument. Et puis, la phrase terrible sur la répétition. La répétition vaut vérité. Absolument. Et bien ça, je crois. Et ça, on le voit tous les jours. Je crois que ces quelques principes que le mensonge établit relativement jeune restent tout à fait d'actualité. Ils le resteront, je crois, même après les périodes actuelles, jusqu'à ce que ça s'arrange. Et ça s'arrangera suite à des événements que là, j'ai imaginés. Alors, nous ne disons pas. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en disons pas. Non, nous ne disons pas la fin parce que ça serait tuer l'intérêt de votre livre. Mais revenons encore au début. Vous imaginez un peuple qui s'appelle les Aimés. Oui. Parlez-nous de ce peuple. C'est un peuple qui s'imagine avoir, par quelques raisons qu'on ignore, des avantages par rapport aux autres. Parce qu'il est aimé. Il est aimé, oui, il est aimé, il se croit aimé, du moins. Voilà. Mais là, les noms sont suffisamment flous pour que l'imagination puisse donner lieu à son cours. Mais c'est très amusant parce que, notamment dans le domaine de l'agriculture,
Racontez-nous ce qui se passe avec ces l'agriculture, c'est quand même le virage essentiel de l'humanité. Oui. Puisque alors j'ai donné une description de l'invention de l'agriculture qui est évidemment extrêmement symbolique, mais l'agriculture est quand même la mère de la propriété et la mère du droit, et donc la mère de la survie du peuple. Et donc la mère de la survie, mais donc aussi la mère de la guerre. Oui. Parce que la propriété et le droit, ce sont quand même les deux éléments qui concourent en général aux guerres. Donc j'ai beaucoup effectivement insisté sur ce développement de l'agriculture, qui enchaîne beaucoup d'événements dans mon livre, qui sont, disons, à 50% de l'imagination. Oui, mais c'est de l'imagination, mais ça ressemble, réaliste. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la réalité, c'est assez incroyable. Alors, le problème vient à l'invention de la monnaie, puisque jusqu'à l'invention de la monnaie, tout se fait par troc. Oui, et puis l'invention de la monnaie est en fait le préambule du mariage. C'est-à-dire la monnaie qui consiste à dématérialiser les choses sous une forme qui au début est métallique et puis ensuite devient du papier. Du papier, permet effectivement des tas de manipulations, des tas de mensonges, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il y contribue largement. Et toute cette invention est la mère de la finance, donc la mère de son épouse. Alors, il y a une assez bonne définition du mensonge qui est très... non, je ne vais pas la lire parce que c'est trop long. Ce qu'il y a de très étonnant, c'est... Le mensonge, il est défini par sa paternité, mais il est aussi défini par ses actes. Et donc, toutes ces aventures qu'il forme pendant son éducation, ce sont des actes qu'il provoque, dont certains sont imaginés et d'autres sont extrapolés, dirons-nous. Et donc, il se donne lui-même sa définition par les actes qu'il fait. Et donc, ça aboutit donc à son mariage et postérieurement à la période actuelle. À travers ses enfants notamment. Alors, vous démontrez comment, quand on est dans la période actuelle, comment toutes nos joyeusetés contemporaines, l'eugénisme, l'uniformisation des sexes, le féminisme, l'euthanasie, sont des conséquences de ce mensonge. Tout à fait. Sont des fantastiques illustrations de ce mensonge. Mais c'est logique, puisque toutes ces choses que l'on constate comme, disons, fausses, fondamentalement fausses par rapport à une certaine vérité avec un grand V, sont diffusées par tous les moyens que le mensonge a toujours utilisés au cours de l'histoire, dans mon bouquin, pour diffuser ces perversions, toujours dans le but final étant la destruction de l'humanité, la destruction du jardin. La destruction du jardin. Alors, vous insistez aussi sur l'affaiblissement psychologique des masses. Oui, parce que, alors là, je pense que c'est quelque chose de très connu, si vous voulez. Le jour où M. Goebbels a dit un mensonge répété 50 000 fois devient une vérité, il a été un vrai précurseur. Parce que maintenant, ce n'est plus 50 000 fois, c'est 500 millions de fois par jour. Et avant... Donc 2 et 2 font 5 on peut dire 2 et 2 font 5, on le répète du matin au soir, on finit par le croire. Bien sûr, puisque c'est dit dans Bien le poste. Sûr. Non, mais il y a aussi, il y a la répétition, mais il y a aussi les 1001 petites entraves à la vie de chacun qui permettent de l'affaiblir et de l'asservir systématiquement. L'histoire du petit bonhomme vert à tous nos carrefours. Je vois des gens, le boulevard est absolument vide, et ils sont là, et ils attendent que le petit bonhomme rouge devienne vert pour eux. Et là, je me dis, mais je suis en face de robots. Oui, mais là, si vous voulez, ça n'est plus vraiment le mensonge. Oui, mais c'est quand même c'est de la domestication. C'est Pavlov. C'est Pavlov, c'est ça. Alors, Pavlov est certes un cousin du mensonge, mais pas tout à fait de la même manière quand même.
Si vous voulez, 2 et 2 font 5, répété 50 000 fois, c'est du bourrage de crâne. Ouais. Pavlov, c'est de l'éducation. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus physique. Mais c'est dans le but du mensonge quand même. C'est dans le but du mensonge. Tout à fait. Vous parlez aussi beaucoup des règles du code de la route. Ah oui. Non, là, c'est clair que le code de la route est fondamentalement un instrument, non pas de sécurité routière, mais un instrument de domestication des foules. Et là, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que l'idée n'en était pas encore venue, mais l'idée de mettre des boîtes noires dans les voitures pour pouvoir verbaliser les excès de vitesse a posteriori de leur commission me paraît être une certaine apothéose de domestication à travers la sécurité routière. La domestication et la soumission. Je n'en ai pas vraiment beaucoup parlé dans le domaine du mensonge parce que je pense que ça relève de quelque chose qui vient du mensonge mais qui est d'une autre nature. C'est la séparation dramatique entre l'intelligence et la passion. Alors j'y fais une allusion dans ce livre, mais je pense que l'assassinat de l'intelligence méritera que je me penche sur la question dans un bouquin à venir. C'était ma dernière question. Oui. Alors si vous voulez, je pense que ça va pas très vite d'écrire ce genre de choses, mais je pense que dans 1 an ou 2, j'aurai fait quelque chose qui ne sera pas un roman, qui sera plutôt genre essai sur la manière dont on a assassiné l'intelligence au profit du cerveau droit, c'est-à-dire du cerveau passionnel. Et étant politique. Mais si vous voulez, la difficulté pour traiter ce sujet, c'est de le rendre un peu attractif. Donc il faut des exemples. Il faut pas faire un bouquin de philosophe. Oui. Je n'ai rien contre les bouquins de philosophes. Non. Mais pour que ça passe bien, il faut matérialiser le concept, si j'ose dire. Donc je cherche le moyen d'expliquer ça d'une manière un peu plus attrayante. En tout cas, merci beaucoup Bernard Gantois. Chers téléspectateurs, lisez la saga des Louis, vous m'en direz des nouvelles, et lisez cette biographie du mensonge. C'est chez Via Romana, notre ami Benoît Mancheron, et vous m'en serez reconnaissante. À très bientôt. Bernard Gantois. Merci Anne. À très vite. Et à bientôt si l'inspiration. Je crois qu'on vous retrouvera au Salon du Livre de Radio Courtoisie. Oui, absolument, le 16. Le 16 juin, j'y serai, toujours à la porte de Champéret. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'y serai. Je le signale parce que je serai aussi à ce Salon du Livre, justement sur le stand de Via Romana, aux côtés de mon héros, Jean Raspail. Eh bien, à bientôt. Donc. À bientôt. Au revoir, chers amis de TV Liberté.